en partenariat avec deux de nos adhérents. Alors, je dois vous signaler que nous enregistrons le rendre disponible en replay et pouvoir ainsi partager tout ce qui pourra être présenté plus largement par la suite. Donc, nous avons le plaisir d'organiser ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec deux de nos adhérents que sont le CIBIOS et Moho. Et nous accueillons Anne Gaillard du CIBIOS, Eva Macaigne de Moho et Make Sense, j'espère un futur adhérent de notre association, Marianne Pubil. Je vous dis quelques mots sur qui nous sommes, notre association France Ville et Territoire Durable. Une association de parties prenantes professionnelles, publiques et privées, qui vise à repérer, rediffuser des outils, des méthodes, des exemples de réalisation de politiques publiques qui permettent à la fois d'accélérer les transformations nécessaires et de faire monter les territoires en résilience. 4 collèges, l'État, nombreux ministères, agences, opérateurs, des collectivités locales et leurs fédérations, des entreprises de toute taille et tout secteur d'activité, des experts, et nous avons également un grand nombre de partenaires que vous connaissez, avec qui nous travaillons au quotidien sur l'ensemble de ces sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de la mobilisation des parties prenantes concernant le vivant. Quelques mots d'introduction sur la façon dont nous entrevoyons, enfin pas nous entrevoyons, nous travaillons sur ce sujet au sein de l'association. On travaille beaucoup avec les élus locaux et leurs équipes de direction générale pour essayer d'abord faire une sorte de mise à jour sur les enjeux en commençant par l'Anthropocène. Alors je me doute que parmi vous, une grande partie n'ont pas besoin de savoir ce qu'est l'Anthropocène, mais quand on doit le résumer le plus simplement, on évoque cette capacité qu'a eu l'être humain de transformer la nature, le vivant, en déchets. C'est une bonne façon de présenter les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Nous avons aussi l'habitude de rappeler que l'Anthropocène, ça n'est pas que le carbone, l'énergie et le climat. Et que nous avons absolument besoin d'une vision plus holistique des enjeux et de création de réponses politiques, économiques, publiques, qui soient plus systémiques pour traiter l'ensemble des enjeux en même temps et pas uniquement la question du carbone. Comme vous le savez, finalement, le pire qui pourrait arriver à l'humanité serait de trouver par magie une source abondante d'énergie décarbonée qui nous ferait relancer notre fonctionnement humain à tout va et poursuivre le franchissement des autres limites d'habitabilité de la planète. C'est ça notre cadre logique, vous le connaissez certainement, il n'y a pas que le climat, mais aussi l'artificialisation des sols, le cycle de l'eau, les pollutions chimiques dans l'environnement, les cycles de l'azote et du phosphore, et bien sûr la question de la biodiversité, mais je vais revenir rapidement sur ce terme, pour dire que finalement, c'est un peu bizarre de considérer que la biodiversité, c'est-à-dire le vivant, la vie sur Terre, dont la nôtre, est un critère parmi d'autres, alors qu'en fait, c'est une finalité. La finalité aujourd'hui, alors qu'on est engagé dans la 6e extinction de masse, c'est bien de préserver la vie sur Terre, dont la nôtre. Donc finalement, même dans le donut que nous utilisons beaucoup comme cadre logique, on en est de plus en plus à penser, et ça se traduit dans notre manifeste, que la question du vivant est la finalité, bien plus qu'un critère parmi d'autres. D'autant que l'ensemble des autres limites ont des interactions directes avec la question du vivant. Évidemment, la perturbation grave en cours du cycle de l'eau a des impacts directs sur le vivant et la biodiversité. Les nouvelles entités chimiques dans l'environnement, c'est probablement aujourd'hui, enfin a priori, pas probablement, c'est comme ça que c'est décrit aujourd'hui, la première raison de la destruction, de l'extinction accélérée du vivant, en particulier par les pratiques agricoles, mais pas que. Vous connaissez certainement cette blague qu'on utilise beaucoup avec les élus, mais qui fait finalement pas trop rire. Aujourd'hui, on retrouve des nanoplastiques sédimentés dans les plus hauts lacs d'altitude de l'Himalaya ou des Alpes. On en respire, il n'y en a pas que dans l'eau. On est là sur une limite d'habitabilité qu'on ne pourra pas a priori faire retourner en arrière.
Les nanoplastiques, les microplastiques, on ne les récupérera jamais. Et ils ont des impacts systémiques, notamment sur le vivant, qui sont extrêmement importants. Mais malgré tout, il est toujours bien prévu de doubler la production mondiale de plastique d'ici 2035. Il faut bien soutenir la croissance du développement économique qui a absolument besoin de plastique. Le changement de destination des sols, enfin pas enfin, mais évidemment, l'artificialisation accélérée des sols est un mal français. Nous artificialisons en France 4 fois plus que dans les autres pays européens. Chaque fois qu'un enfant vient à naître, on artificialise l'équivalent de 2 maisons parce qu'on a une vision du développement local historique qui n'arrive pas à évoluer et qui considère que le rôle d'un maire, c'est de construire, bâtir, occuper les sols pour attirer plus d'habitants. Mais on rappelle régulièrement que quand une collectivité ou un territoire attire des habitants ou des entreprises, c'est bien qu'un autre les a perdus. C'est donc un jeu à somme nulle, un jeu de Shadok ce qui serait pas si grave s'il n'avait pas autant d'impact sur ses limites d'habitabilité pour les humains que je vous présente à l'instant. Le pouvoir des sols. Le sol n'est pas uniquement le support du développement des activités humaines, il est le matrice de la vie sur Terre. Vous connaissez certainement cette bande dessinée sur l'incroyable pouvoir des sols du CEREMA que je vous conseille vivement parce qu'on ne peut pas parler évidemment de vivant sans parler du sol et de l'eau. D'ailleurs, nos programmes de végétalisation, quel horrible mot, dans les villes, bien souvent ont été pensés comme des programmes de bétonisation, c'est-à-dire on regarde la carte, on regarde les endroits qu'on peut verdir et on plante à grand renfort d'arrosage automatique. Ça ne fonctionnera plus, l'arrosage automatique, c'est fini. On doit trouver une autre façon de régénérer le vivant dans nos villes plus que de mettre du verre parce que on nous dit qu'il faut le faire. Ça va être largement présenté. Je vous invite d'ailleurs à lire ce numéro de la revue Urbanisme, qui est partenaire de France Ville et Territoires Durables, spécial sur les sols, qui vient de sortir là, il y a quelques jours à peine. Je termine par cette question qu'on appelle la disparition de la biodiversité. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur le vivant. Vous connaissez ces chiffres par cœur. Encore une fois, ce n'est pas le climat qui est responsable de ça, c'est l'économie et notre développement économique. Euh, on utilise beaucoup cette petite infographie, notamment quand on travaille avec les élus et les directions, pour rappeler que si le vivant qui disparaît, c'est nous qui disparaissons aussi. Ça fonctionne bien, notamment chez une certaine génération d'élus largement au pouvoir aujourd'hui qui a connu les moustiques écrasés sur les pare-brises. On rappelle aussi que paradoxalement, aujourd'hui, les endroits les plus pollués sont plutôt les territoires ruraux à cause des pratiques agricoles, même si, je sais, bref, l'ambiance générale n'est pas à dire ça, c'est une réalité scientifique qu'on doit marteler. Aujourd'hui, euh, ce que nous disent de plus en plus d'hydrologues, de botanistes, d'écologues, c'est qu'on a concentré nos logiques de végétalisation ou de retour du vivant dans les villes, mais l'urgence, c'est pas de renaturer les villes, c'est de renaturer les campagnes, qui sont complètement artificialisées, enfin une grande partie artificialisée par les pratiques agricoles, avoir supprimé les haies fait qu'on ne recharge plus les nappes phréatiques, etc., etc. Euh, les pratiques rurales ou le bon sens populaire sur un certain nombre de choses doivent évoluer, à l'instar d'un grand nombre de nos représentations sur ce qu'est le vivant. Quand quelqu'un laisse pousser son gazon dans sa zone pavillonnaire ou dans sa maison qui a un terrain autour à la campagne, c'est pas qu'il est sale ou feignant, c'est peut-être qu'il souhaite préserver le vivant et les insectes qui ne sont pas des nuisibles, mais bien les éléments indispensables de la vie des humains. D'une manière générale, hein, c'est changer de paradigme. Vous savez que les mots nature ou environnement ne sont apparus dans le vocabulaire humain qu'à la Renaissance, à l'aune de la philosophie des Lumières, qui avait fait un grand pas en disant que ce n'était plus Dieu qui était au centre de l'humanité, mais l'homme. Mais il reste un pas à franchir, c'est de rappeler que l'homme n'est pas du tout au centre de l'univers, pardon, et pas de l'humanité, de l'univers, qu'il est une partie prenante de la grande chaîne interdépendante du vivant,
et qu'à ce stade, tout est parti pour que l'espèce humaine, à l'instar d'une grande majorité des autres espèces qui se sont succédées sur la planète, n'ait été qu'une période très éphémère de l'ensemble de l'évolution sur Terre. Philippe Descola, vous connaissez certainement, mais son dernier bouquin là, avec Pignocchi, très intéressant pour vulgariser ces questions. Et puis pour les plus mercantiles d'entre nous ou d'entre vous, rappelons que sans vivant, il n'y a pas d'économie. Et que même si l'objectif reste le développement économique, pour celles et ceux qui considèrent que ça doit être l'objectif ultime, il ne peut pas se passer du vivant et qu'on a donc absolument besoin de redéfinir notre relation au vivant. Hein, on rappelle souvent que même si on pense que l'être humain est largement supérieur, dans notre microbiote ou sur notre peau, nous avons des milliers de milliards d'êtres vivants extérieurs à nous qui ne sont pas nous, mais qui sont absolument indispensables à notre survie, tout comme le ver de terre, l'oiseau, l'insecte ou les grands mammifères qui débroussaillent les espaces naturels. Donc le vivant, c'est nous, nous en avons besoin, mais encore faut-il savoir mobiliser l'ensemble des parties prenantes d'un territoire pour arriver à ce changement de vision, ce changement de paradigme qui a bien du mal aujourd'hui à progresser. Vous retrouverez la place du vivant dans notre manifeste sur notre site en ligne qui a été largement revu par notre comité scientifique pour être quelque chose de systémique et transversal et plus un critère parmi d'autres. Et je termine par cette petite boutade pour rappeler que c'est quand même vraiment ça le sujet et qu'il est de notre responsabilité, à nous humains, de nous réconcilier, de réatterrir à la Bruno Latour sur nos territoires en reprenant conscience que le vivant, c'est nous et que nous avons absolument besoin de l'intégrer bien davantage en position centrale dans nos politiques publiques, économiques et dans nos visions d'avenir. Je vous remercie de votre attention et je passe tout de suite la main à l'intervenante suivante pour lancer le webinaire et les présentations. Merci beaucoup, Sébastien, et puis bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis donc Eva Macaigne et je suis directrice des programmes multi-acteurs au MO, une des 3 structures qui est représentée aujourd'hui pour pouvoir justement vous partager un petit peu nos convictions, nos méthodes et nos façons de faire pour réinventer justement ce fameux rapport au vivant et voir comment est-ce qu'on peut réinventer aujourd'hui nos territoires et nos villes grâce à cette nouvelle imaginaire et cette nouvelle façon d'interagir avec le vivant. Pour démarrer, on va vous présenter un petit peu rapidement nos 3 structures pour que vous puissiez un petit peu comprendre la complémentarité aujourd'hui qu'on porte. Mais juste avant ça, j'aimerais vous proposer juste de nous partager un mot ou un concept que vous évoque cette question du vivant au cœur des villes, peut-être dans le chat, et on pourra comme ça un petit peu avoir un petit panel un petit peu de où vous en êtes et ces enjeux que vous percevez sur ce sujet. Donc, pour démarrer, peut-être que Anne, je peux te laisser la parole pour présenter rapidement le CBIOS. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Anne Gaillard, je suis paysagiste et urbaniste de formation et j'ai en charge l'urbanisme régénératif et la bio-inspiration territoriale à CBIOS. Donc, CBIOS, c'est le Centre national d'études et d'expertise en biomimétisme et en bio-inspiration. Et donc, il y a une vocation assez proche finalement de France Ville Durable, hein, qui est France Ville et Territoire Durable, donc avec pour vocation d'accélérer la transformation écologique et sociétale par le biomimétisme. Et donc, nous sommes une entreprise à mission avec une vingtaine de collaborateurs, enfin, d'experts d'horizons vraiment pluridisciplinaires. Ce qui nous rassemble, c'est quand même les sciences du vivant. Et puis, nous sommes une société coopérative d'intérêt collectif qui rassemblons environ 80 sociétaires autour du biomimétisme qui est reconnu
voilà, nationalement et aussi internationalement. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci Anne. Marianne, je te laisse peut-être enchaîner avec Make Sense. Super, merci Eva et merci Sébastien Maire pour ce webinaire. Donc, je m'appelle Marianne et je suis responsable partenariat au sein de Make Sense. En quelques mots, Make Sense, c'est une association qui a été créée il y a 12 ans et notre mission principale, c'est d'engager un maximum de personnes dans la transition écologique et sociale, que ce soit en tant que citoyen ou en tant que professionnel dans les entreprises et les collectivités. Et pour cela, on met en place 3 types de programmes. Donc, on a notamment des programmes d'engagement pour sensibiliser, donc d'une part, les citoyens aux causes sociales et environnementales et leur donner les clés pour agir localement. Et d'autre part, on sensibilise les collaborateurs à l'intérieur de leur organisation. Le deuxième volet, c'est qu'on met en place des programmes d'incubation et d'accompagnement de solutions qui peuvent être portés soit par des entrepreneurs ou soit par des intrapreneurs, donc au sein de collectivités, d'entreprises ou ONG. Et enfin, on met en place des programmes de collaboration pour aider les acteurs d'un territoire à travailler ensemble. Et actuellement, on est 90 salariés, donc basés à Paris, mais aussi dans d'autres villes comme Marseille ou Nantes. Et pour vous donner quelques chiffres, depuis 12 ans, nous avons formé plus de 300 000 citoyens à la mobilisation. On a accompagné plus de 3 000 entrepreneurs sociaux et on travaille avec plus de 500 partenaires publics comme des ministères, des communautés de communes, également des métropoles, régions. Et on travaille aussi avec des acteurs, entreprises privées et ONG. Merci. Et donc, pour terminer la boucle de ces 3 partenaires, donc moi, je représente la structure MO, qui est une organisation qui a pour mission de créer des coalitions pluridisciplinaires, hybrides et intergénérationnelles pour résoudre les grands enjeux de transition environnementale et sociétale. On a effectivement cette conviction forte qu'aujourd'hui, on avance encore trop en silo sur ces sujets et que si on veut faire émerger des solutions systémiques, des solutions désirables et inclusives qui limitent au maximum les effets rebonds, on a besoin d'agir en collectif et de réunir sur des grands sujets de transition à la fois les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés, les associations, les ONG, le monde académique et le monde de la recherche et bien entendu les citoyens. Donc aujourd'hui, on est à peu près une trentaine de salariés basés à la fois à Caen, en Normandie, où on a beaucoup d'attaches sur ce territoire, à Bordeaux et aussi à Paris. Et pour réussir cette mission de pouvoir lancer des collectifs et agir en format coalition, on a 3 piliers. Donc un lieu qui est basé à Caen en Normandie et qu'on a ouvert en 2021, qui est une nouvelle typologie de tiers-lieux qu'on appelle Collider, qui vise à faire collaborer en continu à peu près 400 individus de toute organisation, de tous horizons, dans un même lieu pour créer de la valeur positive ensemble sur l'écosystème qui l'entoure. C'est aussi des cycles d'événements qu'on organise depuis 2021, à la fois en ligne, dans notre lieu et sur d'autres territoires, pour essayer justement de sensibiliser à la fois les citoyens, mais aussi les acteurs décideurs à cette question des limites planétaires et des nouveaux modèles collectifs qu'on peut mettre en place pour respecter ce cadre des limites planétaires. Et puis, la dernière partie dont moi je m'occupe, c'est ce qu'on appelle les programmes coalition. Donc, réunir toutes les parties prenantes d'un sujet pour collaborer et créer des solutions systémiques ensemble. Donc, on anime ces coalitions sur des territoires, des échelles différentes selon effectivement la typologie des enjeux.
Et aujourd'hui, on anime 3 grandes coalitions, une sur la question de la mobilité durable et notamment des trajets domicile-travail sur le territoire caennais, la question des villes résilientes et notamment de la réintégration du vivant, et puis une coalition aussi sur l'engagement de la jeunesse, et on construit petit à petit une coalition sur la question des emballages plastiques, qui est aussi un gros sujet de société et environnementaux. Donc maintenant qu'on vous a un petit peu présenté ces 3 structures, avant qu'on puisse rentrer voilà, dans ces logiques de collaboration et de comment est-ce qu'on réintègre le vivant, on avait envie de vous présenter un petit peu aussi nous, le pourquoi du comment est-ce qu'on a décidé de travailler ensemble et quels sont les constats et puis les valeurs qu'on essaye de porter à travers ce projet commun. Donc effectivement, Sébastien a largement rappelé les enjeux en introduction. Nous, ce qu'on partage ensemble, c'est ce constat qu'effectivement, aujourd'hui, face au dérèglement climatique et aux enjeux environnementaux, on sait que les défis sont déjà présents sur nos territoires et tout particulièrement dans nos villes. Que nos villes vont être particulièrement touchées et on doit dès à présent anticiper et intégrer ces bouleversements. On doit dès à présent se demander comment est-ce qu'on va pouvoir vivre sous des pics de chaleur autour des 50-55 degrés dans des espaces urbains qui sont encore majoritairement bétonisés. Se demander comment est-ce qu'on va pouvoir rafraîchir justement ces espaces urbains sans pour autant utiliser des systèmes de climatisation. Comment est-ce qu'on peut repenser aussi le cycle de l'eau pour s'assurer effectivement des systèmes de gestion de l'eau plus cohérents en ville face aux pénuries futures. Et puis, toute cette question de comment est-ce qu'on va pouvoir loger d'ici 2050 un peu plus de 2/3 de la population en ville, et ce qui signifie de pouvoir à la fois rénover notre bâti, sans pour autant, tout en limitant notre emprise évidemment au sol et notre emprise sur les ressources. Donc effectivement, tous ces défis sont considérables et on sait qu'on doit donc dès à présent repenser vraiment dans sa globalité et de manière systémique notre façon de concevoir, d'aménager et d'habiter nos villes pour pouvoir les adapter, les rendre plus résilientes, mais aussi s'assurer qu'on en fasse des espaces de vie qui sont sains pour les citadins, s'assurer qu'on puisse traiter cette question de la pollution de l'air, de l'eau, des sols, la question de la chaleur en ville, et s'assurer que ces nouveaux modèles urbains vont être bien entendu accessibles aussi à toutes et tous et vont être aussi désirables. Parce qu'effectivement, si on veut réussir, comme l'a mentionné Sébastien, cette question du partage des sols, de redonner de la place à la biodiversité sur nos sols, à l'agriculture, on va devoir aussi transformer notre rêve urbain. On va devoir construire potentiellement de façon de plus en plus verticale. Et donc, on doit assurer aussi la désirabilité de ce modèle urbain et se demander si, voilà, en 2050, on va pouvoir remplacer ce rêve de la maison individuelle par le rêve de logement collectif en ville. Donc tout ça, c'est effectivement beaucoup de questions. On sait que c'est aussi beaucoup d'opportunités, qu'on peut repenser les usages des villes, les transformer. Et pour ça, nous, on est convaincus que le vivant, repenser notre rapport au vivant au cœur des villes, est une des clés pour aller vers ces nouveaux modèles urbains qui sont nécessaires et pour ouvrir ce nouvel imaginaire collectif de la ville avec le vivant. Donc pour ça, nous, il y a 3 points essentiels qui sont clés pour nous tout au cœur du projet qu'on développe. C'est à la fois remettre la nature au cœur de nos villes et de nos vies, donc c'est-à-dire mettre la biodiversité au cœur des plans d'urbanisme, de l'aménagement du bâti, et repenser aussi évidemment les usages qui accompagnent cette transformation.
Et c'est ensuite, dans un deuxième temps, quand on a besoin d'innover, d'aller chercher des solutions de manière sobre et circulaire, c'est pouvoir puiser dans le fonctionnement biologique du vivant, sa façon d'interagir, les services écosystémiques, des solutions, des idées, de nouvelles manières de rénover, de nouveaux matériaux qui auront cette finalité de sobriété et de circularité. Et puis, évidemment, on ne pourra réaliser tout ça que si on s'assure que toutes les parties prenantes du territoire puissent échanger et s'aligner sur ces enjeux communs. On sait que c'est une des clés aussi pour que ces solutions puissent être cohérentes et puissent être aussi adoptées sur une nouvelle façon de vivre dans nos villes. Donc voilà un petit peu tout le point de départ de cette démarche. Et puis, Marianne va vous présenter du coup un petit peu ce qu'on fait jusqu'à présent sur ce sujet-là. Et ensuite, on pourra rentrer dans le vif du sujet sur les logiques de coopération et puis la bio-inspiration territoriale. Merci Eva. Et effectivement, depuis 3 ans, nous engageons les jeunes et les territoires pour mettre le vivant au cœur des villes. Et on a voulu aller plus loin cette année en décidant d'essaimer en fait et en lançant un tour de France qui s'articule autour de 3 phases. Donc la première phase, c'est connecter et faire collaborer les acteurs avec notamment l'organisation d'ateliers territoriaux qui sont organisés à la fois à Caen et à Bordeaux et qui rassemblent à la fois acteurs privés et publics. Enfin, la deuxième phase, c'est sur la partie sensibiliser et former le grand public donc à ces enjeux du vivant et de la résilience des villes. Et donc ça passe notamment par une plateforme de contenu, des conférences et voire aussi également des formations pour les acteurs décideurs, que ce soit à destination d'élus ou d'acteurs économiques. Et enfin, le troisième volet, ça va être d'agir avec les étudiants, mais également les citoyens pour imaginer les villes résilientes et désirables, comme vous l'avez expliqué, avec vraiment le constat et les convictions que l'on porte à la fois avec le Sybiose et Make Sense. Et donc, ce troisième volet passe notamment par des journées d'intelligence collective où on a des jeunes de disciplines et d'horizons différents qui travaillent sur des défis qui sont proposés en amont par les acteurs du territoire. Et également, ça passe par des journées de grands défis citoyens où on a prévu que 6000 citoyens seront mobilisés dans des actions concrètes et collectives qui vont passer par la création d'îlots de fraîcheur dans un espace public ou une école, l'aide à des fermes urbaines par exemple, et d'autres actions qu'on va vous détailler un peu plus précisément juste après. Eva, je te redonne la parole. Merci Marianne. Donc effectivement, là, on voulait un petit peu vous expliquer comment est-ce qu'on s'assure sur chaque territoire quand on décide de travailler cette question du vivant au cœur des villes. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on arrive à représenter et puis faire travailler ensemble toute la chaîne de valeur et comment est-ce qu'on essaye d'organiser au mieux cette mécanique de collaboration. Donc effectivement, là-dessus, nous, Mo, on travaille depuis plusieurs années sur cette méthodologie à travers différents piliers, différents cahiers des charges qui nous paraissent essentiels. Et c'est se dire du coup que sur chaque grand sujet de transition, sur chaque territoire, on va d'abord aller chercher effectivement toute la chaîne de valeur, donc c'est-à-dire aller chercher à la fois les collectivités, mais aussi des urbanistes, des architectes, des aménageurs, des représentants aussi des fédérations, des acteurs privés, des citoyens. Et d'essayer, une fois qu'on a ce panel représentatif, de générer un dialogue pour aligner toutes ces parties prenantes du territoire sur à la fois des objectifs communs, un cadre commun qui va pouvoir être ensuite mesuré, réévalué dans le temps, et puis sur des défis et des zones d'expérimentation du territoire qui vont permettre de tester des logiques de collaboration. Ensuite, le deuxième point qui nous
paraît à chaque fois essentiel dans ces logiques de collaboration, c'est de pouvoir sensibiliser et former toutes les parties prenantes de ces collaborations avec le même niveau d'information et les mêmes méthodologies. Et pour ça, notre rôle, ça va être à chaque fois de pouvoir à la fois former les décideurs actuels à des méthodologies comme justement celle du biomimétisme et aussi les futurs décideurs, donc c'est-à-dire dès à présent enclencher aussi des logiques de formation auprès des étudiants, des citoyens, pour que ces nouvelles façons de faire puissent se diffuser petit à petit dans la société. Ensuite, une fois qu'on s'est dit tout ça, l'objectif va être évidemment d'aller chercher des solutions communes. Et c'est donc, une fois qu'on s'est aligné sur des défis communs ou une zone d'expérimentation commune, s'aligner sur un mode d'action, une façon de résoudre cet enjeu, et puis mutualiser les ressources et les moyens pour que les acteurs puissent agir ensemble sur ce sujet. Et je vais vous montrer 2 exemples concrets sur 2022 et 2023. Une fois évidemment qu'on a pu faire émerger ou mettre en lumière des solutions, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir les diffuser à un maximum effectivement d'acteurs, de pouvoir mettre en lumière ces façons de faire, ces méthodologies et de pouvoir aussi mettre en lumière ces nouveaux récits de transition, ces nouvelles façons d'habiter les villes et de pouvoir diffuser petit à petit ce nouvel imaginaire. Donc pour vous donner un petit peu des exemples concrets, ici vous avez une image un petit peu donc, de l'écosystème sur 2024 qui est en construction, hein. C'est toujours un écosystème qui est mouvant, où on essaye d'intégrer petit à petit un maximum d'acteurs pour représenter toute cette chaîne de valeur. Donc sur 3 territoires principalement, que sont Caen, Bordeaux et Paris, où on a décidé de travailler sur cette année. Et on essaye donc à chaque fois de réunir à la fois les collectivités, des acteurs aussi experts, des associations qui travaillent sur ces sujets, parfois à l'échelle de quartiers, de rues, et puis des acteurs économiques qui portent ces sujets et des fédérations qui sont capables aussi de représenter l'ensemble des acteurs, comme c'est le cas de la Fédération des travaux publics, du BTP, etc. Évidemment, c'est un écosystème qui est mouvant, qui se complète petit à petit et sur lequel on essaye de créer effectivement une cohérence. Et comme vous le disiez, donc Marianne tout à l'heure, ensuite nous sur chaque territoire, une fois qu'on a réussi à constituer un petit peu cet écosystème le plus divers possible, on organise des temps d'échange et d'alignement où chaque acteur va vraiment partager sa feuille de route, ses enjeux prioritaires pour le territoire. Et puis, nous, on essaye de faire émerger du coup des sujets communs, des problématiques communes et de rapprocher les acteurs sur des enjeux de collaboration. Donc typiquement ici vous avez un exemple sur 2022 et 2023 de différents acteurs qui avaient donc des sujets individuels de transformation. Donc on voit en 2022 la question du stockage de l'eau pour l'acteur Suez Normandie, la question des îlots de chaleur pour la région Normandie et la ville de Caen, avec sur la ville de Caen un territoire plus ciblé d'expérimentation qui était cette question de la presqu'île de Caen. Et donc nous, à travers ce travail, on a réussi à réunir ces acteurs sur une problématique commune qui est la question d'une meilleure gestion de la ressource en eau pour adapter les territoires aux îlots de chaleur et travailler notamment sur ce cas de la presqu'île de Caen. En 2023, on a regroupé effectivement sur un format commun la question de la santé des citadins au cœur des bâtiments. Avec cette question de comment est-ce que dans nos bâtiments, on va pouvoir mieux gérer aussi la question de la pollution de l'air et des pics de chaleur en assurant un meilleur confort thermique. Donc sur ce sujet, ce qui était hyper intéressant pour nous, c'est d'avoir divers acteurs et parties prenantes avec toujours à chaque fois une zone d'expérimentation qui là était le bâtiment du centre hospitalier de Lisieux.
Une fois qu'on a ces thématiques communes, donc on fait travailler une centaine de jeunes avec la méthodologie du biomimétisme et la question de remettre le vivant au cœur des villes pour aller chercher des solutions sur ces thématiques collectives. Et donc en 2022, on a des jeunes qui ont développé cette idée de créer des puits urbains qui vont pouvoir stocker l'eau pendant les épisodes de pluie, la filtrer en continu grâce à une membrane inspirée donc d'un système d'aquaponie de la diatomée et de pouvoir ainsi avoir des puits urbains où l'eau va pouvoir être réutilisée pendant les épisodes de forte chaleur, où l'eau va pouvoir aussi être réutilisée pour l'arrosage urbain ou bien la vie des citadins et des commerçants. Cette initiative, elle a ensuite été accompagnée pendant plusieurs mois par les équipes du CBIOS, de Make Sense, de Moho, et ce groupe a pu travailler ensuite avec la ville de Caen pour que ça soit inscrit dans les initiatives quartiers en transition à développer sur les prochaines années pour le territoire. En 2023, donc on a pris cet exemple du CH de Lisieux pour travailler sur le confort thermique des bâtiments avec la Fédération du bâtiment et le CH de Lisieux. Et les étudiants ont pu développer une initiative autour de la façade du bâtiment avec un système de réfraction de la lumière qui pouvait être modulable selon les périodes estivales et les périodes d'hiver pour ainsi soit réfracter la lumière ou bien pouvoir capter la chaleur au sein du bâtiment. Donc ensuite, l'objectif derrière, c'est de continuer évidemment à déployer ces mécaniques de collaboration. Donc en 2024, on va avoir à nouveau ces temps de travail et d'intelligence collective pour s'aligner sur des défis communs et puis ensuite les traiter grâce au prisme de la jeunesse et du biomimétisme. Et ensuite, à partir de juin 2024, l'objectif, c'est de continuer à déployer cette collaboration autour du vivant au cœur des villes, en pouvant déployer à la fois des consultations aussi auprès des étudiants, des citoyens, pour bien comprendre leurs enjeux et surtout leur vision et leur façon, comment est-ce qu'ils imaginent une ville désirable où le vivant reprend sa place, comment est-ce qu'ils imaginent ce rapport justement harmonieux entre les citadins et le vivant, et de pouvoir autour de ces ateliers de prospective aligner les acteurs décideurs autour de risques communs et puis toujours de zones d'expérimentation et de modes d'action communs. Donc voilà un petit peu les grandes lignes sur notre façon d'organiser ces mécaniques de collaboration. Et évidemment, si vous avez des questions, on pourra y revenir un peu plus en détail. Et du coup, je te dirai. Ouais, super. On voulait également faire un focus sur la partie mobilisation citoyenne, parce que finalement, pour réinventer les villes avec le vivant et mobiliser toutes les parties prenantes, il nous paraissait vraiment essentiel en 2024 de proposer des actions de mobilisation citoyenne, parce qu'on s'est rendu compte que s'ils ont compris l'urgence climatique et sociale, les citoyens sont encore vraiment nombreux à pas oser franchir le pas de l'action. Et on a notamment fait une étude avec Opinionway en 2023 pour étudier les freins liés à l'engagement. Et on constate qu'il y a de nombreux freins, dont la peur face aux enjeux, le sentiment de solitude et également l'inadéquation entre les modes d'engagement proposés et les attentes des citoyens et des jeunes notamment. Et au final, on constate que 68% des jeunes aimeraient s'engager, mais ne savent pas vraiment comment faire et où aller. Et donc, du coup, on a créé des programmes d'engagement citoyen depuis 10 ans, et notamment ces 3 dernières années, on a permis à plus de 20 000 citoyens de s'engager dans leur territoire pour aller à la fois à la rencontre de personnes âgées isolées, ou alors pour soutenir des projets d'agriculture durable, ou encore agir pour le zéro déchet. Et donc, je ne sais pas si vous les connaissez, mais il s'agit des programmes Réaction. Et donc, la recette est très simple pour engager des personnes de façon décentralisée. C'est qu'on crée premièrement des kits d'action clés en main
avec des actions et qui sont recommandées notamment par des associations expertes, comme par exemple LPO ou France Nature Environnement ou encore Zero Waste. On forme après ce qu'on appelle des mobilisateurs. C'est en fait des bénévoles qui vont accompagner localement des groupes qui vont de 10 à 15 personnes pour justement les motiver. Et enfin, on crée des boucles d'échange, notamment WhatsApp, et des apéros de rencontres pour permettre de créer du lien au niveau local entre les citoyens. Et du coup, fort de cette expertise de mobilisation, on lance une campagne spécifique, donc un grand défi national Ville et Vivant, pour mobiliser plus de 8000 citoyens dans des actions concrètes et collectives. Et donc, pour cela, en fait, on va former 300 bénévoles partout en France à la mobilisation. Et on va organiser des actions dans plus de 15 villes et on estime mobiliser voilà, aux alentours de 6 à 8 000 personnes. Et cet effet boule de neige, on estime que leur action va permettre de sensibiliser au total plus de 40 000 personnes à l'importance de la nature en ville. Et donc, parmi les actions, tu peux passer à la slide d'après. Parmi les actions qu'on souhaite proposer, on veut des actions qui sont réplicables à la fois et collectives et joyeuses, et donc qui ont été pensées et créées avec des partenaires experts dont vous pouvez voir ici le nom apparaître. Il s'agit par exemple de sensibilisation sur les espèces vivantes en ville, grâce notamment à l'application PlanteNet. On peut faire des actions dans des fermes urbaines, notamment en partenariat avec la SOGE. Les citoyens peuvent également végétaliser l'espace urbain avec notamment Vertuo, réduire la pollution lumineuse avec la LPO également, participer à des programmes de sciences participatives, notamment avec le Muséum d'histoire naturelle, ou encore participer à des fresques de biodiversité, des fresques de renaissance écologique, ou encore organiser des clean walks. On veut vraiment que ces actions soient joyeuses, collectives, réplicables et qu'elles puissent être inclusives et accessibles pour toutes et pour tous. Laisser la parole à Anne Gaillard qui va vous présenter justement comment est-ce qu'on peut s'inspirer de ces logiques du vivant et pour créer voilà, une bio-inspiration territoriale et concevoir nos villes de façon plus régénérative. Donc Anne, je te laisse partager ton écran. Oui, très bien. Alors moi, je ne vous vois plus, mais est-ce que vous voyez correctement mon écran? Oui. Très bien. Donc, je vais vous parler effectivement, rappeler un petit peu ce qu'on entend par biomimétisme pour ceux qui, peut-être certains d'entre vous connaissent bien ce terme, mais pour d'autres peut-être un peu moins. Et puis, on va parler de bio-inspiration territoriale. Et cette exploration de la bio-inspiration territoriale, elle rentre dans le cadre d'un projet de recherche-action transmission que nous menons depuis plus de 6 ans et qui s'appelle Territory Lab, parce qu'effectivement, l'exploration territoriale, c'est avant tout du temps long. Alors, pour faire défiler, très bien, je ne vois pas comment. Alors, j'ai un petit problème technique pour faire défiler. Ah, voilà. Donc, je vais vous reparler un petit peu du biomimétisme, pourquoi s'inspirer du vivant, et puis revenir sur cette bio-inspiration territoriale pour repenser nos modèles organisationnels et nos stratégies de conception. Tout d'abord, évidemment, le biomimétisme, c'est l'exploration de 3,8 milliards d'années de recherche et développement du vivant. Et lorsqu'on observe des paysages naturels, lorsqu'on contemple en fait la beauté de toutes sortes d'organismes vivants, on ne devine pas toutes les avancées technologiques que ces organismes ont développées, ni leur fonctionnement en écosystème qui sont parfaitement équilibrés.
Et donc, la démarche la démarche qui étudie le monde vivant pour mieux s'en inspirer, pour faire face au monde qui vient, eh bien, ça s'appelle le biomimétisme. Et donc, le vivant va regrouper, bon, on l'a peut-être dit, mais donc l'ensemble des espèces qui vivent à la surface de la planète. Et donc, ça va de la bactérie jusqu'à notre espèce humaine. Et donc, les espèces qu'on observe aujourd'hui, elles sont le résultat, voilà, de 4 milliards d'années d'évolution. Et il faut prendre conscience que ces 4 milliards d'années d'évolution, c'est une série d'essais, erreurs, qui vont être sélectionnés au fil du temps ou pas, par le processus de sélection naturelle. Et donc ça, la question de d'essais-erreurs, c'est aussi un élément extrêmement important. Et en ce sens, le fait d'avoir eu 4 milliards d'années de recherche et développement font de la biologie du vivant un véritable réservoir d'innovation potentielle. Donc là, vous voyez l'arbre phylogénétique, donc on voit toute l'évolution, d'où l'importance d'ailleurs de la mémoire, puisque le vivant vraiment se structure par sa mémoire, l'ADN étant le premier. Et donc de tout ça, des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, mais aussi au niveau international, une série de chercheurs se sont rassemblés pour finalement en déduire un cahier des charges du vivant, et donc qui finalement nous permet de comprendre que le vivant a mis en place toute une série de stratégies qui reviennent systématiquement, des stratégies que nous, dans nos propres réunions d'exploration, de se dire comment accompagner notre propre transformation, toutes les questions qu'on se pose, au fond, le vivant, ça fait 4 milliards d'années qu'il se pose toutes ces questions, ou en tout cas qui tente d'y répondre par une multitude de stratégies. Donc, on peut voir, par exemple, le vivant qui a misé sur les énergies renouvelables, pas de scoop, mais depuis le début, hein, forcément, en particulier sur l'énergie solaire. Et donc, dans le biomimétisme, on cherche à transposer en fait toutes ces connaissances à nos sociétés humaines pour les transformer de façon durable. Alors, là, je vais peut-être passer à... Oui. Alors, il y a plusieurs... Je vais revenir sur la sémantique des mots. On parle de biomimétisme, bioinspiration, biomimétique. Et moi, je vais vous parler de bioinspiration territoriale. Donc, tous ces mots, la question du bio, forcément, c'est le vivant. La bioinspiration, c'est vieux comme le monde. Depuis la nuit des temps, l'homme s'est inspiré du vivant. C'est toujours c'est une véritable puissance créative, mais avant tout aussi pour se protéger des dangers. Donc il a depuis toujours observé le vivant pour mieux cohabiter, pour mieux vivre en symbiose avec ce vivant. Et puis beaucoup plus tard, il y a eu donc il y a la biomimétique et le biomimétisme. Je vais d'abord reparler du biomimétisme, qui est vraiment l'art de s'inspirer de ces 3,8 milliards d'années d'existence du vivant pour innover au service de l'éthique de la Terre et de l'éthique du vivant. Et ça, c'est extrêmement important, à la différence, donc c'est vraiment une approche écocentrée, à la différence de la biomimétique, qui là peut, ou depuis longtemps, aussi l'homme, dans sa recherche de performance, s'est aussi inspiré du vivant pour développer notamment le TGV japonais, qui s'est inspiré du martin pêcheur, donc cet oiseau qui a cette capacité à piquer rapidement dans l'eau. Et donc il y a eu, ou alors d'autres inspirations pour déployer des ailes d'avion encore plus performantes. Donc là, la biomimétique, je dirais que c'est plutôt une recherche d'imitation du vivant, mais plutôt dans une approche très anthropocentrée, qui n'a pas forcément... On peut faire de la biomimétique tout en extrayant des ressources, extraits de la croûte terrestre, par exemple. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est avant tout
cette approche écocentrée qui est le biomimétisme, mais aussi plus largement la bioinspiration au sens large, parce que tout ne rentre pas dans, dans ces approches biomimétiques. Donc le biomimétisme a été conceptualisé, même si, une fois de plus, l'homme s'inspire du vivant depuis longtemps. On dit souvent que Léonard de Vinci, à la Renaissance, disait à ses élèves « Va prendre tes leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur ». Et puis Léonard de Vinci a, vous savez, imaginé tout un tas de machines volantes en observant les oiseaux. Et puis beaucoup plus tard, donc Janine Benyus, donc, qui est une chercheuse américaine, a conceptualisé tout ça à travers cet ouvrage qui s'appelle Biomimétisme, donc qui a été traduit en français et voilà, qui nous montre un peu tous les champs du possible. Donc il y a plein d'explorations. Je vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails. Un tas de domaines, vraiment, on peut s'inspirer du vivant dans tous nos domaines, dans tous les domaines, voilà. Les transports, l'énergie, la chimie, la cosmétique, et donc d'ailleurs, Cebios accompagne des organisations publiques et privées, notamment certains grands industriels pour les accompagner dans la transformation de leurs produits, de leur mode de production. Donc par exemple, comment passer de produits chimiques à l'eau comme solvant universel et d'autres choses plus, voilà, donc on est là-dedans. Donc c'est une approche vraiment pluridisciplinaire, et donc à Cebios, on croise toutes ces disciplines. Donc on a des biochimistes, des designers, ingénieurs de l'environnement, des architectes, urbanistes, etc., pour pouvoir explorer tout ça, parce que comme on l'a dit depuis le début, le biomimétisme ou s'inspirer du vivant, c'est vraiment une approche systémique, pluridisciplinaire. Et voilà les champs un peu exploratoires de ce biomimétisme. On va en fait explorer à la fois les organismes vivants, leur comportement et aussi la manière, enfin les écosystèmes dans leur ensemble et comment toutes les espèces interagissent ensemble. Donc ça nous amène à 3 niveaux de biomimétisme. Ça va nous inspirer à la fois pour développer des matériaux biosourcés, nous inspirer dans la forme, dans le design, comment penser une architecture anticyclonique, antisismique, comment le vivant a fait pour pallier, pallier les risques, etc. Et puis les systèmes organisationnels, et c'est ça qui va nous intéresser dans la bioinspiration territoriale. Et donc au pôle habitat, alors on a plusieurs pôles à Cebios. On a le pôle plutôt industriel qui accompagne les organisations privées, comme je l'ai dit, dans le déploiement de leur mode de production, nouveaux modes de production. On a un pôle méthodologie et aussi le pôle habitat-territoire qui développe 3 approches particulières. L'approche fonctionnelle où on va observer bah, le lien entre la forme et la fonction des organismes vivants, et ça va nous inspirer toute une abondance de possibles pour le design à la fois architectural, mais aussi nos quartiers urbains régénératifs, qu'est-ce que la forme urbaine, etc. L'approche écosystémique, comment déployer des habitats, une manière d'habiter qui rende à la fois des services, qui nous rendent des services, mais aussi qui en redonnent à la biodiversité, qui en redonnent aux vivants. Comment penser nos quartiers comme des socio-écosystèmes vivants? Et qu'est-ce que ça veut dire et comment on déploie tout ça? Donc là, c'est tout un champ qu'on explore. Et le troisième qui est l'approche territoriale qui finalement englobe un peu les 2 premières, puisque notre particularité dans nos approches quand on accompagne les territoires et les collectivités territoriales, on a cette approche vraiment micro, macro, du produit au grand territoire, de l'organisme jusqu'à la biorégion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, on pourrait
je vais vous en parler un petit peu juste après. Voilà. Alors, juste revenir sur, avant de vous parler de cette bio-inspiration territoriale, même si Sébastien Merle et enfin, toute là, on a déjà un petit peu parlé de pourquoi s'inspirer du vivant aujourd'hui. Je vais quand même revenir rapidement sur notre culte de la performance, qui en rajoute un peu un niveau à cette... on a parlé d'anthropocène, mais moi, je voulais juste revenir sur le culte de la performance, justement, versus parce que le vivant est contre-performant. Il est justement tout à l'inverse. Et c'est intéressant d'en avoir conscience parce que, bah, effectivement, de notre côté, on vit dans un monde qui est complètement optimisé dans la performance maximale. Donc, on a cette obsession de la performance, cette obsession du contrôle. Et je pourrais faire la comparaison, je pourrais comparer la performance, par exemple, sportive avec l'agriculture. Quel est le lien? Le lien, c'est que nous allons jusqu'à intoxiquer notre corps, donc le dopage, pour aller encore plus loin dans la performance sportive. Mais nous allons aussi, nous intoxiquons nos sols par des produits phytosanitaires pour aller encore plus loin dans le rendement. On va toujours plus loin et toujours plus vite, alors que le vivant mise sur la lenteur. Et donc, on est, une fois de plus, c'est contre-performant. Et je vous montre également en haut à droite, même dans notre période de transition, donc notamment avec la transition énergétique, on déploie, là, vous voyez, ces éoliennes qui sont au large des côtes britanniques, qui font plus de 260 mètres de haut. Donc, on peut dire presque enfin, pas loin de la hauteur de la tour Eiffel. Et en même temps, la totalité des produits qui sont utilisés pour fabriquer ces éoliennes ne sont pas renouvelables. Et notamment, on utilise le balsa qui vient des forêts amazoniennes, donc qui contribue à la déforestation. Donc, vous voyez un peu cette, un peu toutes ces contradictions de notre monde, et juste peut-être rappeler ce qu'est la performance. En fait, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. L'efficacité, c'est atteindre son objectif, et puis l'efficience, c'est faire avec le moins de moyens possible. Voilà. Et pourtant, tout- tous les rapports scientifiques, GIEC, IPBES, IUCN, bon, plein d'autres rapports scientifiques nous expliquent que le 21e siècle sera un monde turbulent, un monde fluctuant, donc avec tout ce qu'on connaît déjà. Et du coup, ça nous pose la question, notre monde de la performance, en fait, on perçoit des tas de... notre monde de la performance n'est pas adapté aux fluctuations. On voit par exemple, je reviens juste sur cette... bon, là on ne le voit pas, mais juste un exemple de limite de notre performance. En 2021, un porte-conteneur s'est mis de travers dans le canal de Suez, et c'est à ce moment-là que l'Europe s'est rendue compte à quel point elle était dépendante des médicaments, de certains médicaments, dépendante de la Chine. Plus rien ne passait, parce qu'on a misé uniquement sur la performance d'une seule trajectoire. Alors que le vivant va miser sur la diversité, va miser sur plein d'autres choses. Et donc, c'est ça qui va être intéressant. Alors, du coup, ça nous pose la question de comment habiter un monde fluctuant. Donc, on en a parlé, il faut changer de paradigme. On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que ce qui a généré ce problème. Et en fait, d'où le fait de miser sur autre chose. Alors, la réponse, elle est peut-être assez simple et peut-être même qu'on l'a sous nos yeux.
Le futur du progrès, ce sera peut-être pas la performance, mais on va peut-être, si on bascule de la performance à la robustesse, comme nous invite à le faire le vivant, sans doute que c'est une bonne nouvelle. On va peut-être pouvoir sortir de cet entonnoir. Alors, voilà, ça, je vous ai déjà peut-être montré un petit peu la réponse. Elle est effectivement dans l'inspiration du vivant, parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Et donc, peut-être qu'ils ont des recettes à nous apporter. Et un écosystème vivant, c'est un ensemble de communautés d'êtres vivants, bon, qui vit sur une même portion de territoire. Je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais en tout cas, tous les écosystèmes vivants, tout écosystème vivant peut se résumer aux interactions. Et ces interactions, à la fois les interactions entre les êtres vivants et les interactions avec le milieu physico-chimique. Ces interactions, ça fait 1 siècle et demi qu'on a complètement oublié avec notre monde de la performance que je viens de citer, avec l'anthropocène, cette déconnexion, l'homme au-dessus de la nature, etc. Tout ça fait qu'on s'est déconnecté et même jusqu'à hiérarchiser notre société avec une forme de... Voilà, bon, bref, donc tout ça pour dire que eh bien, ces interactions, par exemple, les coraux, c'est un formidable exemple de symbiose, de diversité de vie, de création de valeur. Et le vivant fonctionne aussi en économie circulaire. Bon, il y a plein de choses à imaginer de ce vivant. Donc, on peut voir là aussi que le vivant, là, par exemple, c'est un exemple de champignons, d'interaction entre les champignons et tout un tas de... avec les racines des arbres. C'est impressionnant à quel point on a ce système d'interaction entre les plantes et les champignons. Et ce qui est aussi bien de souligner, c'est que les êtres vivants, ils ne sont pas en fait parfaitement adaptés. Nous, effectivement, on se pose la question de comment accompagner notre transformation pour être adaptés, mais les êtres vivants ne sont pas parfaitement adaptés, ils sont avant tout adaptables. Et ils renforcent pas forcément leurs points forts, mais ils se construisent sur leurs points faibles. Et voilà, j'ai dit effectivement cette contre-performance. Et donc, un exemple de contre-performance, c'est justement la photosynthèse qui existe depuis 4 milliards d'années. C'est le processus métabolique le plus important sur Terre. Et en fait, la photosynthèse, elle gère des fluctuations avant la performance et elle optimise moins d'1% d'énergie solaire. Et ce qui veut dire que finalement, le vivant, ici, gâche plus de 99% d'énergie. Mais par exemple, si le rendement était plus fort, les plantes, elles pourraient prendre feu. Donc du coup, on voit que là, le vivant n'est pas à l'optimal de sa capacité. On peut aussi citer la fièvre, notre corps humain. La fièvre, c'est une réponse physiologique pour répondre de façon transitoire à un problème, justement par la performance. Si on était tout le temps à 40 degrés, on serait à plat tout le temps, ou alors on ne pourrait pas faire face, justement, quand il y a un problème. Comment faire face si on est tout le temps à fond? Donc du coup, ça nous amène à réfléchir à toutes ces formes en fait d'interaction. Là aussi, d'autres exemples d'interaction entre les arbres, les racines, j'en ai parlé. Que le monde du vivant, il fonctionne, il mise avant tout sur l'information, le design de l'information, à la différence de notre monde technologique qui mise sur les flux de matière et d'énergie. Et puis, par exemple, aussi, l'arbre, c'est un exemple parfait de robustesse, puisque il a...
il est à la fois, il représente, enfin vraiment, il mise sur la diversité de ses fonctions, à la fois l'auto-assemblage, des matériaux biodégradables qui sont puisés sur place. C'est une surface déployable qui capte l'énergie solaire de manière soft, comme je viens de le dire. Il a la fonction de la thermorégulation. Le tronc et les écorces sont des enveloppes mécaniques et isolantes. Et du coup, là aussi, ça nous amène à réfléchir à comment, dans nos activités, dans la manière d'organiser nos villes, nos territoires, comment miser sur cette diversité. Il y a aussi une chose très intéressante dans le vivant, c'est la leçon des oiseaux. Vous avez tous vu un peu ces nuées d'oiseaux, où on se demande comment les oiseaux, comme les bancs de poissons d'ailleurs, peuvent être aussi synchronisés, et versus comment notre société pourrait se synchroniser tout aussi bien pour accompagner et accélérer la transformation de nos territoires. Eh bien, le système fonctionne grâce aux oiseaux qui sont à la marge de ce système, à la marge de cette masse d'êtres vivants. Et parce que les oiseaux qui sont à la marge, perçoivent toutes les fluctuations, tous les risques, toutes les fluctuations thermiques, etc. Et donc vont influencer le mouvement de toute la communauté d'oiseaux. Et ça, c'est intéressant aussi pour nous, dans cette... je crois que j'ai aussi d'autres... Voilà, les systèmes à la marge, on a une immense richesse, donc on a une très grande richesse de perception à la marge de cette communauté. Et on a aussi une grande richesse, la plus grande richesse dans les écosystèmes vivants, ce sont tous les biomes de transition, tous les écotones, tous les espaces qui sont à la marge entre deux écosystèmes vivants, parce que c'est là où se passe la plus grande fluctuation d'un espace à l'autre. Et là, par rapport à, on peut se dire, bah oui, très bien, mais nous, nos villes, enfin, quel est le lien? Nos villes, entre un urbanisme au coup par coup, où des murs pignons s'arrêtent net face à un champ en agriculture intensive sans transition, où on passe d'un lieu à l'autre sans transition, mais aussi les marges, c'est tous les signaux faibles, toutes les associations, les tiers-lieux émergents, tout ça, c'est aussi des espaces où notre communauté est un peu à la marge, vient faire émerger un espace de rencontre. Dans une entreprise, les marges, ça peut être le moment de la pause café, on fait un petit pas de côté. Et c'est là où il y a une richesse des échanges. Et donc, c'est aussi intéressant comme inspiration du vivant. Et donc, finalement, le vivant nous invite à la robustesse, et cette robustesse qui se construit donc contre la performance, donc qui invite à parfois moins d'efficacité, donc plutôt que de se dépêcher, moins d'efficacité, plus d'hétérogénéité, de l'incertitude. Je disais que le vivant s'est construit par essai-erreur, essayer, innover, tenter, puis revenir, c'est pas grave, accepter de renoncer et de repartir vers une autre direction si ça ne marche pas. Accepter la lenteur aussi et de ne pas brûler les étapes du vivant. C'est aussi la redondance, c'est des incohérences, c'est de l'inachèvement. Alors, ça, c'est quelques éléments qui nous inspirent beaucoup dans la bio-inspiration territoriale. C'est ce qu'on explore, c'est tous ces écosystèmes. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Qu'est-ce que le vivant peut nous apprendre dans notre manière de nous organiser ensemble? Donc, on s'intéresse à faire des transpositions entre le comportement du vivant, l'interrelation des espèces, et qu'est-ce que ça peut nous apporter dans nos modèles organisationnels. Donc, cette recherche-action, donc j'ai dit, la bio-inspiration territoriale, elle rentre dans le cadre d'une recherche-action, transmission,
qui est né dans la vallée de la Drôme. Je ne sais pas si vous connaissez ce territoire, la vallée de la Drôme, donc au sud-est de la France, où au départ, il y a plus de 40 ans, la Drôme était un des territoires en agriculture intensive. Beaucoup de compétitions entre les organisations, des compétitions politiques, etc. Et puis, une rivière Drôme complètement polluée. Et aujourd'hui, la Drôme, c'est le département, le premier département en agriculture biologique. Et voilà, et là, il est possible de se baigner dans la Drôme. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Donc, la bio-inspiration territoriale, ce qui va nous intéresser dans la recherche, donc là, je vous montre plutôt voilà, notre cadre de pensée. C'est cette inspiration voilà, c'est pour replacer en fait la bio-inspiration territoriale dans les champs exploratoires du biomimétisme. Donc, on explore ces systèmes organisationnels. On va à la fois, je vais peut-être passer cette slide, mais plutôt ici, on articule plusieurs dimensions. Donc, vous l'avez compris, le biomimétisme, on observe ces organismes vivants. Donc, au départ, c'est parti des sciences dures, hein, de la biologie. Mais aujourd'hui, on active aussi dans nos champs exploratoires les sciences humaines et sociales. Donc, la question la dimension culturelle, sociétale, la notion de gouvernance, de coopération, par des pas de côté culturels. Alors, par exemple, on est en contact avec les Kogi, qui sont un peuple premier de Colombie, qui aujourd'hui c'est un peuple qui est classé ou reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO dans leur manière de vivre en symbiose avec le vivant. Et donc, ces pas de côté culturel, ça nous amène aussi à prendre un peu du recul sur notre façon d'habiter, notre façon de fonctionner, nos pratiques. Et la bio-inspiration, c'est bien aussi l'inspiration du meilleur de l'humain, du meilleur de nos savoirs ancestraux, de ce qu'on savait faire avant et qu'on a peut-être oublié. Et cette inspiration-là, elle est pour nous extrêmement importante. Il y a l'inspiration biologique du vivant autre qu'humain, mais aussi le vivant humain. Donc il y a cette part-là, il y a bien sûr les sciences dont je vous ai parlé, et puis c'est aussi la conception de nos milieux de vie, tout ça étant relié. Voilà, j'aime bien cette image de l'iceberg pour montrer que ce qui se passe à la surface de nos villes et de nos territoires, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce que l'on va percevoir de la manière dont nos territoires vont être organisés, mais aussi toutes les formes de coopération qui peuvent émerger. Et en même temps, pour comprendre tout ça, il faut creuser vraiment profond jusqu'à nos modèles mentaux, jusqu'à nos perceptions culturelles, parce qu'il n'y a pas de transformation territoriale sans transformation personnelle, sans ce partage en fait oui, voilà, sans comprendre un peu, pour arriver à faire émerger des choses à la surface, il faut travailler sur les arbitrages, sur nos prises de décision, et la bio-inspiration territoriale peut aider à tout ça. Donc c'est aussi ce qu'on explore. Dans notre bio-inspiration territoriale, on met en avant, bien sûr, la question de la robustesse. Et là, je vous inviterai à lire un livre d'Olivier Amand, qui est un partenaire aussi de Sébios, qui fait partie de l'Institut Michel Serres, qui est le directeur de l'Institut Michel Serres, qui a écrit un livre justement sur la question de la robustesse. Et aussi un autre livre que Olivier Amand a rédigé, qui est Manifeste pour une santé commune. Et donc là, juste rappeler que notre monde se base sur l'économie, et puis le social et l'environnement. Si on a une économie robuste, alors peut-être que notre société sera prospère et qu'on pourra s'occuper de l'environnement. Mais en fait, on se rend compte que la santé commune,
c'est tout l'inverse, qu'il faut complètement inverser les tendances et que mais ça, je pense que je ne vais pas développer parce que ça a été dit précédemment, l'importance de la santé des écosystèmes. Si nos écosystèmes sont en bonne santé, alors notre société sera prospère et notre économie suivra. Donc, notre objectif, c'est d'être vraiment le plus régénératif possible et ça nous invite à réfléchir, à voir comment faire plus que notre part pour répondre à cet enjeu. Donc ça, voilà, quelques outils. Alors, quelle heure est-il? C'est peut-être un peu... Bon, allez, je vais passer un peu vite. On a essayé de modéliser des outils pour aider à cette réflexion avec les territoires que nous accompagnons, donc autour du Symbiocène. Et là, bon, je vais passer un petit peu certains détails, mais j'aurais envie d'insister par exemple sur la notion du sensible, la question de nos sens, de nos émotions ne sont mis complètement de côté dans nos relations professionnelles. On met ces éléments de côté et pour nous, dans cette exploration, on se rend compte à quel point la question du sensible est vraiment un élément important. L'ancrage territorial aussi, pour éviter d'être évidemment hors sol, d'où on parle. Et bon, voilà. Et puis, ça, c'est un petit peu les grandes conditions pour atteindre ce symbiocène, miser sur la diversité, j'en ai parlé, la bio-inspiration, la coopération, l'approche systémique. Bon, là, c'est un quiz biorégional, mais je vais peut-être passer aussi sur ce sujet-là. Mais la biorégion, c'est pour accompagner les territoires, c'est aussi simplement une invitation à un récit commun. Je vais mettre aussi en pièce jointe, les annexes, il n'y a pas de souci. Ça peut effectivement être plus Petite interférence. Bon, la biorégion, c'est encore d'autres éléments. On a mis en place aussi cet outil d'aide à la réflexion et d'aide aux prises de décision avec les territoires que nous accompagnons. Par rapport à leur dynamique en place, leur dynamique territoriale en cours, ce que l'on perçoit à travers des entretiens d'acteurs, à travers des lectures de documents, tout un tas de données que nous rassemblons. Et on en déduit là, par exemple, ce petit schéma, cet outil montre bon, c'est un outil, donc c'est l'outil des principes inspirés du vivant, qui est donc en cours d'évolution aujourd'hui, parce qu'il est assez laborieux, comme vous pouvez le voir, nous avons classé en fait ces stratégies. Donc il y a des stratégies de régénération, des stratégies de développement de projet, d'organisation, de gouvernance, des stratégies de résilience, d'usage des ressources. Tout ça nous amène à des petits graphiques qui permettent de conscientiser là où on est, de placer un peu le curseur dans le territoire avec les acteurs avec qui on travaille, de voir où est-ce qu'on en est et ce vers quoi on a envie de tendre. Et bon, voilà, je vais peut-être pas forcément, je pourrais revenir sur tous ces principes, mais plutôt Anne, vous montrer... Oui. Voilà, ce que je propose, parce que si on veut avoir un peu de questions-réponses, il faudrait Okay. vraiment conclure, parce que je pense que... Conclure. Conclure Okay. même en une Ouais, phrase, c'est trop long. si vous pouvez, parce qu'il nous reste 7 minutes pour les questions-réponses, et je pense que ça a suscité pas mal de questions-réponses dans le chat. Alors, on vous laisse une phrase de conclusion, puis on passe aux questions-réponses. Ok, très bien, parce qu'effectivement, il y avait encore beaucoup de choses des exemples, des choses, des projets en cours avec l'Eurométropole, Île-Courtrai tournée, tout un travail on a fait donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a travaillé avec 6 territoires dans la coopération, des territoires qui n'étaient pas reliés les uns aux autres, et on a travaillé ensemble pour pouvoir trouver bon, bon, il y a eu plein de choses, des projets en cours. Et voilà, je vais passer assez vite.
Donc là, c'était plutôt nos approches plus coopératives. J'aurais dû passer plus de temps là-dessus, mais bon, nos approches coopératives, la manière dont nous accompagnons un peu tous les territoires et favoriser la coopération avec une interrogation de l'homme doit-il habiter partout? Et puis, à quoi pourraient ressembler nos habitats? Ça, vous connaissez l'architecte Luc Schuiten qui nous amène, qui est une invitation vraiment à cette symbiose entre la ville et le vivant. Et je dirais que voilà, la phrase de conclusion, c'est miser dans nos territoires sur la robustesse, la circularité, la coopération, qui sont des clés de réussite pour habiter notre monde vivant, et que l'avenir ne se prévoit pas, mais qui se prépare et dans le temps long. Voilà. Et je suis Magnifique conclusion, désolée merci pour beaucoup. Merci beaucoup. Eva, Marianne, moi, il me semblait que c'était jusqu'à 11h30, c'était bien ça l'idée ou on va jusqu'à midi? Je ne sais plus. Alors, c'était effectivement 11h30 et on a un petit peu dépassé le timing. On a pris la lenteur du vivant, je crois, sur ce webinaire. Mais effectivement, on peut passer Bon, au on pourra temps peut-être de... déborder un petit peu pour celles et ceux qui le peuvent, mais j'imagine que ça a été inscrit comme ça dans les agendas, donc beaucoup de monde va nous quitter d'ici quelques minutes. Il nous reste donc 5 minutes pour réactions, questions, remarques, précisions, si possible en live. Ça ira plus vite que si on le fait dans le chat et qu'on répond et tout ça. Levez la main et on va aller... Ou alors c'était extrêmement clair et il n'y a pas de questions. Ça peut être aussi des... J'ai vu qu'il y avait des remarques, j'ai vu quelque chose sur, que j'ai bien apprécié parce qu'on le dit souvent, on doit aussi évoluer sur nos représentations graphiques. Alors, je ne sais pas qui avait mis ce slide, mais c'est vrai que l'IGH Verdi, c'est un peu un contre-exemple sur un visuel, parce que le problème, c'est pas qu'il soit Verdi ou pas, c'est qu'il soit IGH. Et à partir du moment où il est IGH, il colle pas, de toute façon, qu'il soit Verdi ou pas. Et donc, il y a des visuels comme ça qu'on a beaucoup utilisés pour présenter la ville durable, etc., qui sont en fait antinomiques, ou qui reflètent une certaine vision du passé qu'on cherche tant à corriger aujourd'hui. Vous avez aussi beaucoup parlé Ah ben non, il y a une question, je m'arrête. Christelle. Christelle, c'est à vous. Alors, pour l'instant, on n'a pas le micro. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour Anne. Merci pour la présentation. Est-ce que tu peux préciser, Anne, les résultats des projets que tu n'as pas pu présenter, mais peut-être rapidement, concrètement, ce que ça a apporté à un territoire, ce travail, et avant, après, qu'est-ce que ça a changé? Donc, quels sont vraiment les résultats obtenus, hein, les outputs? Oui. Merci. Merci Christelle pour cette question. Alors, comme je le disais, dans les territoires, c'est du temps très très long, le temps de transformer, le temps de se rassembler, le temps de prendre des décisions. Donc, les résultats ne sont pas aussi visibles que ce l'on aimerait. Mais en tout cas, ils sont vraiment en cours, ils sont très émergents. Donc, je pourrais par exemple citer ce que j'étais en train de dire. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, en coopération, en partenariat avec la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes et le CEREMA, on a accompagné 6 territoires ensemble, des territoires qui n'étaient pas reliés, pas du tout dans la même communauté de communes, pas du tout, pas de lien. Sauf que c'était des territoires qui avaient envie d'accélérer la transformation de leur territoire sans trop savoir comment faire. Donc, on a créé une sorte de communauté ensemble, communauté de partage autour de sujets qui les préoccupaient, donc des sujets communs, comme justement la gestion des communs sur le territoire. Comment on fait? C'est quoi nos communs? Comment on régénère des sites, alors de manière extrêmement pragmatique, des choses, des questions très pragmatiques. Et du coup, il y a eu cette richesse en fait de partage, de dire ah ben, chez nous ça se passe plutôt comme ça et chez vous c'est comme ça, etc. Donc on était rassemblés une sorte de cinquantaine à peu près de personnes.
Et ça a amené modestement, mais sûrement, par exemple, des initiatives de se dire sur des solutions fondées sur la nature alors là, on est sur des petites choses, mais se dire, bah, et si nous, on essayait telle solution avec l'eau, par exemple, dépolluer des sols avec l'eau, et si nous, on essayait avec une autre technique, etc., pour pouvoir faire avancer. Donc, il y a à la fois physiquement, ça a pu impulser certaines choses, mais aussi dans une dynamique, lancer une dynamique, de se dire bah, comment je fais, comment faire dans notre territoire pour mobiliser toutes les parties prenantes, créer une forme de résidence qui va croiser une diversité qui représente les parties prenantes, donc qui sont à la fois des professionnels, des associations, tout un panel, et de se dire bah, comment on va faire, donc en termes de méthodologie, comment s'y prendre. Donc c'est plus un peu comme les coulisses du territoire. On a essayé de partager des méthodes, des approches, des réflexions. Donc voilà, ça a donné lieu au mois de mai dernier, une rencontre avec une restitution, et on espère qu'il y aura une suite. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple concret, peut-être, c'est avec le Parc Bleu de l'Eurométropole Île-Courtrai-Tournai, où on est parti d'un super dynamique. Donc, c'est des problématiques de l'eau qui ne connaît pas de frontières sur un territoire avec 3 frontières, Flandre, Wallonie, France. Une superbe étude de Paola Vigano, qui est une excellente urbaniste, qui avait posé un peu le cadre de comment gérer cette eau. Et l'Eurométropole et les acteurs se disaient bah, c'est génial, on a un super plan, mais on ne sait pas du tout comment le mettre en œuvre. Comment on fait pour mobiliser les gens? Ouais. Et donc là, on est venu à travailler. Donc la semaine prochaine, on a même encore une résidence dans le cadre de la Journée mondiale de l'eau, où on travaille avec les acteurs et par un petit groupe. Donc on a mis en place un petit collectif chercheur autour de ce parc bleu. Comment on va mobiliser mais on commence petit. Comment mobiliser, puis commencer peut-être par un endroit et s'aimer. Mais tout ça, c'est du temps long. Donc, c'est pas possible de donner des réponses en un claquement de doigts. Voilà. Mais ça prend forme tout doucement, mais très positivement. Merci beaucoup. Une réponse sur les IGH, là, une question qui m'est posée directement. En fait, c'est à la fois leur consommation de matière et surtout leur consommation d'énergie. Si on veut notamment respecter les règlements sur les questions d'accessibilité, un IGH dépense énormément d'énergie pour ses ascenseurs, ce qui, dans un contexte de raréfaction énergétique, n'est pas forcément la bonne logique. Alors, je sais que maintenant, on arrive à construire des IGH en bois par ailleurs, mais ça reste encore extrêmement minoritaire. La débauche de matière nécessaire à la construction neuve d'un IGH aujourd'hui, de toute façon, réalisera des émissions de carbone qui seront incompensables pendant sa durée de vie. Donc, on est sur quelque chose de, a priori, plutôt négatif. On va devoir, je pense, s'arrêter là. Je ne crois pas avoir vu d'autres questions. Je laisserai un mot de conclusion à Eva et Marianne parce que Anne vient d'en faire une. Je vous dis juste, pour ce qui concerne France Ville et Territoire Durable, cette question de la mobilisation des parties prenantes, elle est fondamentale sur cette question. On y a par exemple travaillé avec Montrouge, une des villes les plus denses de France récemment, sur la question de la régénération du vivant. D'une manière générale, les élus locaux n'ont la possibilité d'intervenir que sur 20% du territoire qu'ils administrent, c'est-à-dire le domaine public, qui par ailleurs est déjà extrêmement contraint par les réseaux, etc., etc. 80%, c'est la sphère privée. Ce sont les bailleurs sociaux, les copros, les particuliers, les entreprises qu'on doit absolument mobiliser, ce qui par ailleurs en matière de gouvernance est intéressant. Ça inverse la logique du rapport de force de gouvernance locale, où on n'est plus la société civile vient demander des comptes à la collectivité sur ce qu'elle a fait ou pas. Les élus et la collectivité sont légitimes pour demander à la société civile si elle a contribué ou pas
à cet effort de régénération du vivant, notamment pour le rafraîchissement, etc., etc. Donc, on va vous adresser toutes les présentations pour toutes les personnes qui étaient inscrites aujourd'hui. Vous recevrez des PDF avec l'ensemble des présentations. Vous avez les coordonnées des 3 organisations qui étaient présentes aujourd'hui. On vous invite vivement à les recontacter directement pour avoir plus d'infos, en savoir plus, demander des précisions. Il y a beaucoup de demandes de précision. Il y a une frustration sur le fait qu'on ne soit pas allé au bout des slides d'Anne. Donc, raison de plus pour vous recontacter. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous contacter, nous, France Ville et Territoires Durables, si vous êtes intéressés. Nous menons ce genre de débat avec les exécutifs et les directions générales des collectivités en emmenant nos adhérents, nos partenaires, pour convaincre notamment les décideurs et les décideuses. Eva, puis Marianne, un petit mot de conclusion? Oui, bah, un grand merci pour l'organisation de ce webinaire et puis pour toutes vos réactions à toutes et tous. On était vraiment ravis de pouvoir partager ce sujet. On a effectivement un peu débordé, mais c'est un sujet passionnant. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous contacter pour échanger plus longuement, Anne, Marianne et moi. Et puis surtout, on vous donne rendez-vous si vous souhaitez continuer à réfléchir et travailler sur ces sujets avec un cycle de conférences qui aura lieu à Caen, Bordeaux et Paris. On démarrera avec Gilles Boeuf le 14 mars, donc la semaine prochaine à Caen. On reçoit ensuite Jean-Pierre Gou et Pierre Gilbert à Paris le 19 mars à la Gaîté Lyrique, où on traitera la question de comment dépasser l'anthropocène. Et puis avec une conférence à Bordeaux le 9 avril avec Olivier Schaeffer sur cette question de la ville vivante. Voilà, donc vous êtes les bienvenus à ces temps d'inspiration. On aura peut-être l'occasion de rééchanger. Et Marianne, je te laisse un petit mot de la fin aussi si tu souhaites. Super, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Effectivement, on est ravis de ce programme-là et de cycle de conférences qui démarre. On va avoir des actions, de mobilisation citoyenne, des ateliers d'intelligence collective, des créatons, etc. Tout ça, vous pouvez le retrouver également sur la plateforme et on sera ravis également de répondre à vos questions. Donc, vous avez également nos coordonnées, donc avec grand plaisir aussi pour rentrer en contact et continuer les discussions. Un grand merci beaucoup encore. À toutes et tous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.